Bonjour et bienvenue à cet épisode dédié à ma petite collection de pistolets dits Ruby, donc pistolets automatiques 1914-1915 selon l'appellation, et en dotation dans l'armée française pendant la Grande Guerre et bien au-delà. Alors, on pourrait dire qu'un bon exemple suffirait très largement dans toute collection d'armes réglementaires françaises, mais il y a quelque chose qui m'attire et je ne peux pas y résister. Ils ont une histoire tellement riche et il y a tellement de variations à la fois de l'aspect externe et aussi des détails mécaniques qu'on pourrait simplement se dédier uniquement à la collection de ces pistolets et on n'en finirait jamais. Il y a plus de 50 fabricants identifiés et beaucoup au-delà qui ne sont pas identifiés, donc on n'en finirait jamais. Donc voilà, j'ai commencé, j'en ai 12 pour l'instant et on verra ce que je peux trouver d'autres. Alors, ce que je ne vais pas faire dans cet épisode, c'est vraiment entrer en détail concernant le comment et pourquoi de l'adoption. Il y a un épisode de Feu aux poudres que je mets en lien à la fin de cet épisode qui adresse justement cette question. Donc, si vous êtes passionné de ces détails historiques, je recommande donc de regarder son épisode. Par contre, nous avons ici la chance d'avoir découvert des images d'archives qui montre exactement la nature des négociations à l'époque. Oh, hey, Monsieur Hombre, what you doing? You looking for guns? Oui. Why don't you come talk to us in Spain? We have nice little Ruby 32 pistols for you. We have finest Schmidt & Wessons, any caliber you like, even your silly little 8mm. You want? C'est magnifique, No. Alors voilà un aperçu de la collection. Je vais juste me rapprocher un peu pour vous faire voir quelques-uns des marquages sur les glissières qui sont assez intéressants. Il y en a qui sont très durs à lire, donc je les ai identifiés simplement avec le code ici à l'arrière de la carcasse. Néanmoins, donc voici le premier. Ils ont chacun un nom déposé, parfois, ou simplement ils sont marqués avec le fabricant. Donc celui-ci a la marque Idéal, si vous pouvez le voir. Celui-ci, Izara. Donc celui-ci, c'est de Bonifacio Echevarria. Excusez ma prononciation, je ne parle pas espagnol et encore moins, je connais encore moins les nuances basques. Ce qui est intéressant avec celui-là, donc Izara, ça veut dire étoile, et c'est en effet la société Star qui a aussi produit ce petit pistolet. Donc ils avaient toute une gamme à proposer à l'armée française. Ici, il s'agit de Elustondo Urtiaga. Celui-ci est produit à Guernica, donc la majorité sont frappés Eibar, mais j'en ai deux ici parmi la collection qui sont en fait de Guernica. Alors celui-ci a un marquage un peu trompeur. Les ouvriers réunis, pistolet automatique, action numéro 2. Alors celui-ci, malgré les marquages franco-français, il s'agit en fait d'un rubis bien espagnol du fabricant Domestos Santos. Donc l'aspect extérieur se rapproche le plus de l'ancêtre de tous ces rubis, le Colt modèle 1903, avec la sécurité ici à l'arrière, derrière la poignée au lieu qu'à l'avant, mais ça reste un rubis à l'intérieur. Ensuite, là, nous avons I. Castagnaga, Eibar. Celui-ci, c'est le Destroyer, un nom très martial. Celui-ci, M. Suliaca. Alors, il y a plusieurs Suliaca sur les diverses listes disponibles en ligne. Donc, je ne sais pas si c'est toute une famille, sans doute. Mais j'en ai aussi un autre. À la finition et aussi les marquages ici en anglais, je suppose que celui-ci est en fait date d'après la Grande Guerre.
Là, nous avons une très belle police. Fiel, il s'appelle celui-là. Si je me souviens, ça veut dire honneur ou fierté, quelque chose comme ça. Je suis sûr que vous allez me corriger. Alors celui-ci, c'est le plus gros de tous. Il n'y a rien d'exceptionnel, simplement la taille. Mais il est extrêmement bien fait. Il vaut les modèles uniques d'entre-guerres. Il est très précis. Donc celui-là, c'est SA Alcartasuna. Aussi produit à Guernica. Donc là, il y a même un logo, date déposée et tout. Très très professionnel. Ici, j'ai le seul et unique véritable rubis, comme vous pouvez le voir. Malheureusement, il a vécu sans doute la boue des tranchées. Et malheureusement, quelqu'un a essayé, tant bien que mal, à le restaurer. Mais voilà. C'est dommage, puisqu'en fait, il a une détente extrêmement douce. Et mécaniquement, en fait, à l'intérieur, il est en parfait état. Alors, celui-ci, Peistegui Hermanos, modèle 1914, sur la glissière. Et là, ça devient dur à lire, donc je vais juste le mettre ici en bas de l'écran. Celui-ci, c'est un autre Zuliaka, comme j'ai dit. Et il y a quelques trucs intéressants là, vous voyez, sur le canon et la carcasse, mais on viendra à ça plus tard. Et le dernier aussi, quasiment impossible à lire, mais le voici. Alors regardons un peu le fonctionnement de ce pistolet. Là j'ai choisi le Destroyer comme victime, mais ils fonctionnent tous pareil. Pas pour dire qu'ils sont identiques. Alors regardons un peu le fonctionnement de ce pistolet. Là j'ai choisi le Destroyer, mais ils fonctionnent tous pareil. Alors c'est un système non calé, donc il n'y a aucun système de ralentissement ou de verrouillage de la glissière lors de la mise à feu. Ça va tout de suite cheminer vers l'arrière une fois le coup parti, enfin au moment du coup parti plutôt. Le système de mise à feu est très très rudimentaire, mais tout à fait adéquat. Donc nous avons la détente, une tringle de détente qui, elle, est seulement sur un côté de la carcasse, donc il n'y a pas de système symétrique comme sur le grand-père, le Colt 1903. Donc là, ils ont économisé des pièces. Et ça bute, donc c'est sollicité vers le haut, pour toujours venir en buter contre la gâchette, qui est ici, pivotée sur cet axe. Donc l'extrémité ici a un petit saillie pour entrer en contact avec la tringle, et en haut, nous avons un bec qui vient en contact avec les crans du chien. Donc, c'est aussi sollicité par un tout petit ressort ici. C'est celui qu'on perd quand on veut nettoyer ou changer des pièces. Et donc, lors de la mise à feu, c'est très simple. Nous avons donc un transfert du mouvement à la gâchette vers l'arrière et de coup part. Très important est cette pièce ici, qui est le séparateur. Donc cette pièce, en fait, pousse sur la tringle ici, dès que la glissière chemine vers l'arrière, comme vous voyez. Donc ça veut dire que une fois le coup parti, même si on garde le doigt appuyé sur la détente, on voit la barre, la tringle et la gâchette sont déconnectés, donc ça ne va pas partir en full auto. Ensuite, nous avons le système de sécurité est simplement ce levier ici. Donc en position sécurité vers l'avant, vers le haut, ça bloque tout simplement la détente. Et aussi, comme petit rappel, si on essaye d'armer, la glissière reste en arrière. Alors il y avait quelques soucis, puisque lors du dégainage, parce que ces messieurs allaient en guerre avec le pistolet armé, c'est que lors du dégainage, il pouvait se passer que le cuir, enfin la poche, la surface de la gaine, amenait
la sécurité vers l'avant, vers le haut. Et donc, lorsqu'on voulait tirer, eh bien, l'arme était en position de sécurité. Donc, il y a certains modèles qui ont été modifiés au niveau de l'unité par l'inclusion d'un gros rivet, ici, sur le côté de la carcasse, qui fait plus saillie que le levier de sécurité. Et comme ça, dans la gaine, la sécurité, le levier ne va pas être accroché par la gaine. Donc ça, je n'ai pas encore dans la collection. Notez qu'il y a une position bistable. Et ceci est fait tout simplement par l'appui du ressort récupérateur, qui lui-même est aussi, on va dire, une amélioration sur le 1903. Donc ici, pour enlever le canon, il faut simplement le faire basculer de quelques degrés dans le sens horaire, le tirer vers l'avant et enlever le canon. Donc vous voyez ici, il y a dans ce cas 4 crans, ils n'ont pas tous 4, qui vient simplement enclencher avec la carcasse ici. Donc ce n'est pas un système de verrouillage, c'est simplement pour le rendre solidaire de la carcasse. Et vous voyez ici, le système de récupération est un seul bloc modulaire avec la tige. Donc ça, c'est très très pratique. Et j'ai vu parfois indiquer que ce système est non remplaçable, mais en fait, dans tous les cas que j'ai, ce bout ici est simplement vissé sur la tige. Donc si le ressort est un peu fatigué, il s'agit simplement de dévisser ce sort d'écrou ici, et puis on peut facilement changer le ressort. Ensuite, la glissière elle-même est très rudimentaire, c'est massif, hein, ça pèse quand même pas mal, et nous avons le percuteur ici, captif, à l'intérieur. En ce qui concerne les organes de visée, ça c'est l'une des plus grandes variations. Celui-ci est pas mal. Il y en a qui sont encore mieux et il y en a beaucoup qui sont pires. Si on prend ici le Domestos Santos, on voit ici que c'est minuscule, vraiment. Et puis la lame devant, ben, c'est justement une lame, on pourrait peut-être presque se couper dessus. Et bon, ça vaut vraiment pas la peine. Mais honnêtement, ce pistolet n'était pas conçu pour la précision de toute façon. Donc je pense que dans beaucoup de cas, personne n'a aligné les organes de visée. Ensuite, là, on voit le chien. Ici, lui est tout simplement sollicité par un ressort qui est ici à l'arrière de la carcasse. Normalement avec un petit poussoir en acier pour que le contact soit régulier avec l'arrière. Alors une des conséquences d'avoir tant de rubis, c'est que j'ai pu constater qu'ils n'ont pas tous été créés égaux. Alors attention, le chapitre suivant va être pour les nerds. Alors commençons par les glissières. Donc il y a déjà beaucoup de variations esthétiques. Simplement, physiquement, elles ont différentes dimensions. La distance entre les organes de visée est aussi différente. Aussi que le placement et la taille de l'ouverture d'éjection. Ils sont tous légèrement différents. Mais ça, c'est, on va dire, plutôt des choix cosmétiques, esthétiques. Là, je vais vraiment me concentrer sur les aspects mécaniques. Donc la plus grande variation que j'ai observée, c'est la limitation du mouvement du percuteur pour pas qu'il sorte vers l'arrière, surtout. Et donc le modèle père, disons, le Colt 1903, lui, a le même système que celui-ci. Donc il y a une broche qui traverse tout simplement la glissière à l'horizontale et qui rentre dans une encoche dans la partie supérieure du percuteur et donc qui limite son mouvement vers l'arrière. Ce que font la majorité des pistolets que j'ai sous ma main, c'est qu'ils reprennent le système mais qu'ils prennent une broche verticale. Mais on voit ici aussi qu'il y a différents endroits pour le faire. Donc ici plutôt vers l'arrière, ici plutôt vers l'avant. Ceci est en fait la broche, l'axe pour l'extracteur. Et donc voilà, à mon avis c'est plus difficile de faire un forage
dans ce sens-là que simplement mettre la glissière à plat et percer à travers, mais voilà. Ils ont décidé de faire ça. Et la troisième alternative est simplement de mettre une petite vis ici. Ça fait la même chose que la broche, sauf qu'il n'y a pas besoin de percer à travers, mais par contre il faut fileter, et ainsi de suite. Donc un peu plus de travail. Alors il y a une quatrième variante qu'on trouve sur celui-ci, qui à mon avis a eu une deuxième vie comme arme de braconneur. On voit ici qu'il y a un montage soudé à la carcasse qui, à mon avis, est pour peut-être une petite crosse. C'est taraudé ici pour une vis, et puis on voit les ailettes ici pour stabiliser quelque chose en rotation. Donc je pense que ça a été utilisé pour chasser les lapins. Et aussi ce canon, clairement remplacé, mais c'est un mystère puisque les rayures sont clairement faites par un professionnel, chambrage aussi, très propre. Et on voit ici le diamètre d'origine de la barre, mais ça a été fini clairement à la main. On voit ici qu'il y avait un quatrième ergot de verrouillage, mais qui a été supprimé, et aussi clairement ici l'ergot pour empêcher la rotation, donc qui est la même forme que l'ouverture de la glissière ici, a clairement été fini à la main aussi. Donc c'est bizarre puisqu'on a une combinaison d'une finition professionnelle et amateur. Mais bon, ceci dit, il tire pas plus mal que les autres. Hein. Donc la variante. Alors juste que j'enlève ici. Le chien fait un peu trop saillie, donc il faut un peu que je propulse la glissière pour qu'elle sorte. Alors oui, quand j'ai ouvert celui-ci, le premier démontage, c'était un peu bizarre puisqu'il n'y a pas de broche secondaire pour fixer le percuteur, il n'y a pas de vis non plus. Et en fait, c'est seulement quand j'ai enlevé la broche de l'éjecteur que j'ai compris. Et solution très très futée. Si j'arrive à la sortir. Donc là, voilà la sortie. Alors, on voit que l'éjecteur a une petite extension sur le côté. Et ceci vient... Je peux sortir le percuteur. Vous voyez ici, dans l'ouverture sur le côté du percuteur, donc ça limite le cheminement du percuteur. Par contre, la conséquence, c'est qu'il y aura inévitablement un choc sur la griffe d'extracteur à chaque fois, et donc sur la broche. Et on voit en effet de nombreux coups de frappe ici, puisque, ce que j'ai confirmé par le tir, lors du tir, la broche ici a tendance à commencer à sortir par le haut. Donc il faut de temps en temps juste l'appuyer, et puis quelquefois, visiblement, un petit coup de pouce ne suffisait pas, et ils l'ont martelé contre quelque chose. Donc c'est une solution intéressante, mais qui a un petit problème quand même. Maintenant nous avons l'Arcata Suna, qui lui a peut-être le plus de différences comparé au mécanisme typique. Lui c'est vraiment une fusion entre le Nu 103 et le rubis typique. Donc le ressort n'est pas un ressort à boudin, c'est un ressort en V, ici à l'arrière. Une branche est en appui contre le chien, l'autre contre la gâchette. Et le ressort pour le crochet de chargeur, lui, est indépendant. Et en fait, ça marche uniquement en translation, comparé à un crochet rotatif. Et dans le mécanisme normal, le ressort boudin pousse à la fois sur le chien et sur le crochet. Donc ici, c'est beaucoup plus facile pour le démontage. Et la plus grande différence qu'on voit ici, c'est qu'il n'a pas de tige ici. Donc pas de séparateur visible pour assurer qu'il y a un décrochage entre la détente et la gâchette
à chaque coup tiré. Et en fait, ce que nous avons, c'est une pièce supplémentaire malgré tout ici. Donc c'est cette plaque qui, on va dire, est un connecteur entre la tige de détente et la gâchette qui est ici derrière. Et donc la géométrie est telle que lors de la mise à feu, on a simultanément la partie le coup part, le chien percute, et la tige glisse de ce connecteur. Donc nous avons ensuite une remise à zéro du mécanisme et il n'y a pas de full auto. Donc, une fois lâché, donc c'est inévitable. La géométrie ici est précisément déterminée pour faire ceci. Donc c'est un système ingénieux. J'en ai vu un autre Alcatasuna avec le même mécanisme, donc je pense que c'était une variation sans doute brevetée en Espagne, donc unique à cette marque. D'ailleurs, ce pistolet est, comme j'ai dit avant, beaucoup plus massif que les autres. Il est aussi le plus précis de ma collection. Donc, à mon avis, c'était quand même assez coûteux de déterminer cette géométrie, de la fabriquer pour chaque pistolet. Beaucoup plus compliqué qu'avoir des connecteurs ici, simplement avec une encoche fraisée dans la carcasse et puis une tige en acier. Mais voilà, une variante très très intéressante. Et finalement, nous avons le Domestos Santos. Alors lui, la différence se trouve au niveau du système de sécurité. Donc au lieu de l'avoir ici à l'avant et qui bloque tout simplement la détente, nous l'avons ici à l'arrière, la position on va dire traditionnelle comme le 1903. Mais à l'opposé du 1903, celui-ci interagit uniquement avec le chien plutôt qu'avec la gâchette. Alors celui-ci, il y a deux positions possibles. Si le chien est désarmé, comme celui-ci, en fait, ça bloque la rotation du chien. Hop. Déjà, si je l'enclenchais, ce serait bien. Voilà. Donc dans la position active, de sûreté, le chien est limité dans son mouvement. Ça veut dire qu'on ne peut pas retirer la glissière suffisamment pour chambrer. Le chien a une encoche ici derrière, comme vous pouvez voir. Donc, si le chien est armé, comme ceci, et que j'enclenche le levier de sûreté, le chien est retenu. Donc, le tambour ici, l'axe à l'intérieur ici, est captif à l'intérieur de l'encoche du chien. Et là, la détente fonctionne, mais le chien reste en arrière. Là, pareillement comme aux autres, si dans cette position, on tire la glissière en arrière, celle-ci est retenue dans sa position arrière. Et une fois désactivé, on peut faire partir le coup. Et mesdames et messieurs, je croyais que j'avais fini, mais en fait, lorsque j'étais en train de remonter tous les pistolets, j'ai remarqué une dernière variante, et ça concerne l'éjecteur. Donc normalement, c'est une pièce rapportée, ici. Donc il y a, si on peut tout juste discerner le plot ici pour le garder en place. Donc c'est une pièce rapportée, on la distingue ici. Là aussi, pareil, donc c'est une barre, on va dire horizontale. Mais quand j'ai regardé le Isara, je me suis rendu compte qu'en fait, lui a un système complètement différent. Donc c'est une pièce qui est simplement insérée dans la carcasse. Et il y a une broche ici pour le fixer en place. Mais ça veut dire que c'est très facilement remplaçable. Donc voilà, une nouvelle variante découverte. Alors l'une des critiques que j'entends toujours concernant les rubis, c'est l'apparente incompatibilité des chargeurs entre les différents fabricants. En effet, chaque pistolet était livré avec 3 chargeurs, et aussi les holsters étaient adaptés donc pour garder les 2 chargeurs, plus l'une montée dans l'arme.
Alors ce que je propose de faire, c'est un peu de tester cette hypothèse. J'ai ici les 9 chargeurs d'origine que je dispose. J'en ai 2 autres chargeurs qui en fait sont des chargeurs FN qui ont été usinés, rabotés pour qu'ils puissent rentrer. Donc là, ce sont uniquement des chargeurs donc, qui sont venus d'origine. Donc il y en a certains qui ont les marques du fabricant, il y en a 2 qui n'ont rien du tout. Et ils sont chargés avec une cartouche Fractis chacune. Donc ce que je propose, c'est simplement de les mélanger, d'en prendre un, et puis sélectionner un pistolet, et puis voir si ça rentre, ça se verrouille avec le crochet, et ensuite que je puisse alimenter l'arme avec. Alors, on va commencer. Celui-là. Celui-là. Ça rentre, c'est verrouillé. Ça alimente, ça éjecte. Donc celui-là, c'est un chargeur marqué HE. C'est Hermanos Pestegui, je pense. Avec c'était le Arismendi Suliaka. Donc, a priori, pas compatible. Ensuite, on va prendre ces deux-là. Rentre, ça verrouille. Charge, éjection. Donc là, nous avons GU avec AL. Donc, a priori, incompatible. On va prendre celui-là. Là, nous avons IG avec EL. Elustondo. Ça rentre, charge, ça alimente, c'est verrouillé. Ensuite, tiens, on va prendre là. Là, nous avons rien avec le rubis. Ça rentre, verrouillé, chargé, alimenté, éjection. A priori, incompatible. Ensuite, pas de marque avec IG. Ah, là, ça coince. Donc, un incompatible avec celui-ci. Alors, essayons un autre. Là, c'est Eric Yaga avec donc aucune marque. Ça rentre, ça verrouille, tout juste. Alimentation et éjection. Continuons. Un autre HE, je crois, parce que j'ai pas utilisé celui-ci. Fiel. Ça rentre, verrouillé. Hop, je mets la sécurité. Alimentation, éjection. Là aussi, incompatible. Au niveau des fabricants, tiens, on va dire celui-là, c'est IG avec I, Zara, ça rentre, ça verrouille, alimentation, éjection. Celui-ci, c'est AK. Est-ce que j'ai pris celui-là déjà? Je ne me souviens plus. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Celui-là. On va voir. AL avec A. AL avec AK. Ah, là ça coince. Donc nous avons deux là qui rentrent difficilement jusqu'à maintenant. On va essayer un autre. Celui-ci. ZC. Là aussi. Donc visiblement celui-là, il est plus épais que les autres. Je sais à quoi il appartient à celui-là. Donc ça marche. Donc il y en a deux là qui coincent un peu. Et le dernier, ça c'est IG. Qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci, que je l'ai pris déjà. Alcar Tasuna. Ah, aucun problème. Charge et on éjecte. Donc, les résultats, sur 9 chargeurs, il y en a 2 uniquement qui n'ont pas voulu chambrer dans un des pistolets. Sinon, les 9 autres, je les ai mélangés avec
les divers fabricants sans problème. Donc c'est pas si mauvais que ça quand même. Alors concernant les accoutrements, il faut attendre 1916 plus ou moins pour retrouver ce holster réglementaire. Celui-ci est une pièce d'origine que j'ai soigneusement restaurée avec des nouvelles pièces de cuir qui étaient trop endommagées. Donc une construction très simple, triangulaire, et puis à l'intérieur nous avons un compartiment pour loger les 2 chargeurs supplémentaires. Donc ces holsters sont restés en service très longtemps, facilement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc celui-ci a été retrouvé avec une sangle pour l'épaule, donc je suppose que c'était pour un officier. Une sangle très courte d'ailleurs, puisque bien sûr le ceinturon était porté assez haut sur les hanches. Mais sur les modèles qui ont survécu jusqu'à la Deuxième Guerre, on les voit par exemple qui ont été adaptés avec le système de sangle 1935. Donc il y a une nouvelle boucle en haut, et puis cette attache en bas pour la gourde ou la musette. Et aussi la languette souvent pour pouvoir le joindre à la cartouchière de gauche. Et bien sûr, ils étaient tous droitiers à l'époque, donc je me suis permis d'en produire un pour moi, gaucher, parce que pourquoi pas. En fait, j'ai produit celui-ci avant d'avoir reçu celui-ci, et en fait, je suis assez proche, il est légèrement plus long, mais fidèle à celui d'origine. Voilà, le rubis. Il a aussi son compartiment à l'intérieur pour les 2 chargeurs. Et il existait aussi dans la Première Guerre mondiale une autre poche, je ne vais pas dire holster, il s'agit de la poche pour tireur du fusil mitrailleur Chauchat. Donc celui-ci était en place de la cartouchière dans le dos. Donc elle est en fait légèrement plus grande que la cartouchière, et tout comme le holster, nous avons donc 2 compartiments pour les chargeurs. C'est aussi assez gros pour pouvoir stocker aussi un chiffon et une baguette de nettoyage par exemple. Et donc tout rentre de façon assez compacte à l'intérieur. Donc bien sûr, c'est pas vraiment quelque chose avec lequel on peut dégainer facilement, bien sûr, mais voilà, en cas d'urgence, il y avait au moins ce pistolet. Donc, ceux qui ont vu mes autres vidéos vont sans doute la reconnaître, parce que c'est aussi la pochette que j'utilise comme cartouchière pour mes minutes de folie. Bon, le chap, tu commences à me barber avec tous ces détails. Un peu de tir. Alors, voilà, nous sommes maintenant au tir, mais j'ai pas tout à fait fini, il y a encore un peu d'histoire après. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré à 15 mètres avec une main, puisque c'était le mode de tir à l'époque. Et donc j'ai choisi 15 mètres, puisque c'est plus ou moins la distance pour lesquelles ces pistolets étaient conçus. Donc ce n'était pas des armes de précision, c'est des armes de protection. Aussi pour le combat des tranchées, donc là c'était encore moins, peut-être 5 à 10 mètres. Donc j'ai trouvé que 15 mètres c'était une bonne distance intermédiaire. C'est aussi entre les distances, disons, normales de tir américain et le 25 mètres traditionnel européen. First up, the destroyer, 15 meters in the silhouette target. So next up is the 1914 pattern. Again, 5 rounds, 15 meters on the poor old chap over there.
25 Meter etwa in diesem Bereich finden. Einfach bei der Linie einen halben Meter rauf in diesem Sektor schiessen. Du hast zuerst Pistole? Hä? Okay, next up, Izara. Just out of curiosity, Quasimodo here. Du kannst wissen, die Tür kannst so füllen. Wer ist es gleich? And just for comparison's sake, the unique. Alors clairement pas une arme pour faire du point, mais pour le tir de combat rapproché ou pour la défense, c'est parfaitement adéquat. Alors qu'est-ce qui se passe avec ces pauvres rubis suite à la Grande Guerre? Eh bien tout simplement, ils continuent leur carrière militaire, entre-guerres, la drôle de guerre, la Deuxième Guerre mondiale et bien au-delà. Et puis bien sûr ensuite ils sont remplacés petit à petit par des armes plus modernes, le Mach 50, PAMAS, le 1935S, 35A, et ainsi de suite. Mais il a fallu quand même assez longtemps pour que les derniers sortent du système. Il ne faut pas oublier aussi que la France a réussi à revendre une quantité assez importante à la Finlande, qui, grâce à l'agression russe, s'est trouvée un peu dans la même situation que la France en 14. Ils avaient besoin d'armes, donc ils ont acheté tout n'importe quoi. Et voilà, je pense que ça s'est un peu passé comme si ils ont dit « Ok, on achète, envoyez-nous les armes ». Ils ont reçu la caisse sans trop regarder. Ils ont ouvert. Regardez. Perché le mita pasca. Bon, je vous laisse traduire, mais disons qu'ils étaient un petit peu déçus. Et finalement, eh bien, ils ont acheté des Luger. Mais ceci dit, ils ont continué à les utiliser, donc ils ont vu le combat pendant les guerres d'hiver et ils ont été retenus en stock jusqu'à dans les années 60. Donc on en trouve avec le petit poinçon SA de l'armée finlandaise. C'est pas impossible. Concernant le rubis, l'aspect technique, en fait, c'est plus ou moins rentré dans la tradition de l'armement français et son développement ne s'est pas arrêté. Donc là, par exemple, j'ai un unique modèle 17. Donc la fabrique de unique est donc à Hendaye, donc sud-ouest de la France, pas trop loin d'Eibar quand même. Et ils ont continué à fabriquer le rubis de base, bien sûr, avec une qualité donc, plus raffinée, puisqu'on n'est plus en temps de guerre. Donc la finition est absolument au niveau des armes civiles de l'époque. Et ce qu'ils ont rajouté, c'est aussi une sécurité des chargeurs. Donc une fois qu'on enlève le chargeur, il n'est plus possible d'appuyer sur la détente. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Cette arme a servi dans tous les secteurs, administration, police, services pénitentiaires,
protection de banque, etc. Pendant l'occupation, la production a continué, donc on en trouve aussi avec le moineau à roulettes de temps en temps sur la carcasse. Et ensuite, les Allemands ont aussi contribué au développement plus ou moins du dernier modèle, et c'est le RR51, dit police, qui lui, bien sûr, a aussi servi au sein de la police, gendarmerie, si je me souviens, les cadets de gendarmerie. Et donc là, nous avons mécaniquement un rubis, mais nous avons un extracteur, ce n'est pas un ressort du type moderne. Le chien est maintenant apparent, bien qu'il fonctionne de manière identique. Il y a aussi un chien, il est simplement caché par la glissière sur celui-ci, mais là il est simplement apparent. Et ils ont aussi rajouté, le chargeur maintenant bloque la glissière en arrière à la fin du dernier coup. Ce qui est bien pratique parce qu'avant, on aurait un clic. Mais là, au moins, on sait qu'on est vide. C'est simplement, ça vient simplement bloquer la glissière. Donc, dès qu'on enlève le chargeur, ça referme. Alors, avant de vous quitter, j'ai encore une petite anecdote. Ça concerne la désignation de ces pistolets en Indochine. Bien sûr, ils étaient distribués à travers les forces coloniales de l'époque. Donc, pas surprenant de les retrouver en Indochine. Et en fait, là-bas, ils les appelaient Gabi. Ceci simplement parce que Gabilondo Uresti était le fabricant le plus commun de ces pistolets là-bas. Donc, 4 premières lettres, c'était Gabi. Donc voilà, c'était des Gabi. Et apparemment, ce terme a été tellement généralisé que ça couvrait toutes les armes de poing d'origine espagnole. Donc même ce qui est venu plus tard, les stars, etc., peut-être même les revolvers, les copies du modèle 92 par exemple, étaient aussi des Gabi. Voilà. Alors nous sommes à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, divertissant au moins. Et je remercie bien sûr tout le monde pour votre support, quels que soient les moyens, que ce soit sur Instagram, Facebook, ici sur YouTube. Et aussi, je remercie très chaudement nos patrons, donc sans lesquels on ne peut simplement pas continuer. Et puis, je vous revois donc très prochainement ici à l'atelier et au stand. À la prochaine! And for comparison's sake, and for comparison's sake, and for comparison's sake, and for comparison, and for comparison's sake, the unique.